Bonjour, bonjour à tout le monde. Bienvenue sur ce nouveau direct organisé par Miroir Social en partenariat avec le groupe Gilo sur le sujet des enquêtes harcèlement, que ce soit morales ou sexuelles, hein, des enquêtes harcèlement et sous l'angle de quelles enquêtes parle-t-on? Parce que l'idée de ce matin, c'est de voir comment on peut conjuguer dans le cadre d'une enquête harcèlement la dimension sanction, comment on assoit et on légitime une sanction, on la justifie, mais également la démarche de prévention. Et donc l'idée ce matin, c'est de parler plus précisément de ce que c'est que l'enquête paritaire, la délégation d'enquête du CSE, pour être plus précis. Et donc, dans un contexte suivant, c'est qu'il y a de plus en plus d'enquêtes harcèlement. Il y a une forme d'industrialisation de l'enquête. À la moindre alerte, les employeurs qui sont en responsabilité lancent l'enquête, avec une inclinaison à l'externalisation de l'enquête, de la sous-traitance de l'enquête auprès de cabinets spécialisés. Une sous-traitance, une externalisation qui peut être unilatérale, c'est-à-dire la direction, comme une grande, va décider d'externaliser l'enquête et de façon unilatérale et de plus en plus souvent auprès de cabinets d'avocats. Mais c'est pas la seule solution. Là, il y a une alternative, c'est l'enquête paritaire. Et l'enquête paritaire, qui dit bien son nom, c'est donc la direction qui se donne les moyens de mettre les élus dans la boucle. Alors bien sûr, ça coûte moins cher, ça enlève mais ça n'exclut pas l'accompagnement et surtout, ça sous-entend la différence de l'enquête unilatérale de déboucher sur un consensus avec les élus. Je ne vais pas être plus long, donc je suis Rodolphe Elderlé, je vais avoir le plaisir d'animer cette matinée qui s'annonce riche. Vous êtes nombreux dans le chat, donc n'hésitez pas à partager vos expériences sur ce sujet de l'enquête paritaire. Qu'est-ce que c'est, comment ça résonne chez vous, comment vous l'avez fait, comment vous n'avez pas pu le faire, etc. Il y a plein d'angles possibles avec ce sujet et on a la chance ce matin d'avoir 2 retours d'expérience bien concrets et récents d'élus qui ont mené des enquêtes paritaires, donc elles vont bien savoir de quoi elles parlent. Donc Mélanie Jacob, toi tu es élue et référente harcèlement au CSE de l'hôpital de Saint-Nabo. Saint-Avold, je l'avais compris. Saint-Avold, qui fait partie du groupe SOS. Tu vas nous raconter une histoire là cette fois de harcèlement sexuel, de présomption de harcèlement sexuel et comment vous avez agi. Donc, merci à toi. Et en plus, tu partages des ressources, tout comme Anne-Laure Théto. Toi, tu es donc une ancienne élue solidaire sud chez Ipsos. Et tout comme Mélanie, tu as participé à une enquête paritaire. Là, cette fois, dans le cadre de harcèlement moral. Donc, on va avoir les 2 configurations grâce à toutes les 2. Et donc, merci à vous de mouiller la chemise, parce que je vous cache pas que le sujet, quand même, quand il s'agit de parler d'enquête paritaire, ça se bouscule pas au portillon pour parler et pour rendre compte de l'exercice. Donc, merci à vous 2. Stéphane Rose, toi, tu te représentes le groupe GLO. Tu es en charge du pôle conseil du groupe GLO et de toute la partie prévention des risques et de la qualité de vie au travail. Donc, Stéphane, merci à toi et à GLO de porter cette rencontre. Et on va commencer par toi, Stéphane, sur le sujet de en quoi l'enquête paritaire en elle-même se suffit à elle-même, c'est-à-dire qu'elle permet, entre guillemets, je vais le dire avec mes mots, de blinder l'employeur dans sa responsabilité sur sa capacité à aller chercher, étayer les éléments qui vont l'amener ou non à asseoir une sanction, mais pas que. Et donc, dans quel cadre vous intervenez et que vous poussez et que vous pensez que l'enquête paritaire a tout son sens? À toi, Stéphane, et il y a une présentation à partager que je vais mettre en partage. À toi la main, Stéphane. Merci Rodolphe, merci Mélanie et Anne-Laure aussi d'être là. Effectivement, je pense que c'est très utile d'avoir des retours d'expérience d'élus sur le terrain. Je voulais commencer peut-être, alors dans la présentation, la présentation du groupe GLO, je ne vais pas m'appesantir dessus. Si vous cherchez des informations, n'hésitez pas à venir sur notre site. Je vais commencer directement peut-être par
un rappel du cadre légal. Alors je vais pas faire mon juriste, hein, mais je pense que c'est important juste de rappeler de quoi on parle, notamment quand on parle d'enquête paritaire. Alors, j'ai mis la référence évidemment du Code du travail, l'article 2312-13 qui rappelle la compétence du CSE à réaliser des enquêtes en matière d'accident du travail ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel. On rappelle aussi que ces enquêtes-là, quand il y a une commission santé, sécurité et conditions de travail, elles peuvent être déléguées à cette commission, mais effectivement les résultats de la délégation d'enquête et du travail de la commission seront de toute façon présentés en CSE, en plénière, pour recommandation et éventuellement vote de résolution s'il y a lieu de la part des élus. Voilà, donc ça c'est important. Je vous ai mis aussi en référence l'équivalent dans la fonction publique. Dans les 3 fonctions publiques, j'ai mis la fonction publique hospitalière, j'ai mis aussi dans le cadre les 2 autres fonctions publiques, donc ça permettra aussi de savoir que on a l'équivalent aussi dans la fonction publique de réalisation d'enquête et qui sont dans les compétences là aussi de la F3SCT, qui est le pendant de la commission santé, sécurité, conditions de travail des 3 fonctions publiques. Voilà, donc ça c'est important juste de rappeler les enquêtes paritaires, dans quel cadre elles se situent. C'est un cadre juridique contraint avec des règles qui n'est pas celui d'ailleurs des enquêtes employeurs. Hein, ça c'est important de le rappeler et peut-être faire démarrer aussi là-dessus. C'est-à-dire que les enquêtes employeurs, c'est une obligation de l'employeur de répondre à son obligation de sécurité qui couvre deux volets, une obligation de protection immédiate et éventuellement de sanctions derrière s'il y a besoin. Tu en parlais en introduction, Rodolphe. Donc ça, c'est important de le rappeler. Et puis une obligation de prévention. Hein, donc l'article L4121-1 que tout le monde connaît, il y a une obligation de sécurité générale de l'employeur et donc c'est à lui de tous les moyens pour protéger et prévenir les situations de harcèlement ou les situations de violence interne. Voilà, donc ça c'est important de le rappeler. L'enquête employeur, elle est à la main de l'employeur. La méthodologie, il fait un peu comme il veut. On n'a même pas nécessité d'avoir de contradictoire. Hein, ça a été rappelé récemment par des arrêts de cour de cassation. L'enquête paritaire, elle répond à un certain formalisme. Alors, pas forcément sur les outils à utiliser, mais sur l'enchaînement des différentes phases. Voilà. Donc, une fois qu'on a posé ça, peut-être revenir sur les questions, et ce sera sur la diapo suivante, Rodolphe, c'est de pouvoir effectivement rappeler plusieurs choses. Déjà, j'ai posé la question enquête pour sanctionner. L'enquête paritaire n'est pas un outil fait pour sanctionner. Il faut juste le rappeler. Hein. Ça ne sert pas à ça. Ça ne veut pas dire pour autant, que derrière, l'employeur ne va pas s'appuyer sur le résultat de l'enquête pour éventuellement entamer une démarche de sanction si des faits sont avérés, ou en tout cas si des faits, il y a une présomption de faits avérés, et donc d'entamer une procédure disciplinaire qui sera distincte de l'enquête paritaire. Je dis bien, on peut s'appuyer sur le résultat, mais ça n'est pas l'enquête paritaire qui fait figure de procédure disciplinaire. Il faut entamer une procédure à part. Consécutive à l'enquête ou parallèlement à l'enquête. Hein. Il n'y a pas non plus l'obligation d'attendre les résultats, c'est toujours mieux. Mais comme il y a des questions de délai pour sanctionner aussi, en général, il faut aller assez vite pour prendre ou non des sanctions. Donc ça, c'est la première chose. C'est comment on va se positionner en tant qu'employeur pour sanctionner ou pour accompagner avec les élus les recherches de prévention. L'enquête paritaire, sur quoi elle s'appuie? Sur des entretiens individuels et de l'analyse documentaire, peut-être en rappel méthodologique, hein, effectivement. On va étudier les documents s'il y en a, et on va surtout faire des entretiens individuels. Donc, pour comprendre ce qui se passe, ça c'est la première chose. Peut-être que tu peux rester sur revenir sur la diapo précédente. Excuse-moi, je termine là-dessus. Comprendre ce qui s'est passé, factualiser, identifier les faits, ça c'est l'objectif. Hein. Donc, de comprendre, de factualiser, de poser des questions pour dire ça, est-ce que ça s'est réellement passé? Voilà. Et donc que chacun, la personne mise en cause, la victime présumée, les témoins éventuels, toutes ces personnes-là puissent donner leur point de vue, leur analyse. Voilà. Et puis, en même temps qu'on factualise, on essaie de comprendre pourquoi on en est arrivé là.
Donc ça, c'est important de comprendre les raisons qui ont pu amener à cette situation-là. Et il ne s'agit pas de chercher une responsabilité individuelle. Hein. Donc là, on ne cherche pas de coupable. Je dis souvent, le responsable, on ne cherche pas, on le connaît déjà, c'est l'employeur. Hein, ça, c'est l'obligation de sécurité. Donc, il n'y a pas besoin pour la délégation d'enquête de chercher un responsable, c'est l'employeur. Ce sera l'employeur derrière d'aller identifier un responsable, on va dire, en cascade, s'il y a des fautes qui sont commises. Voilà, donc ça, c'est important. Mais la responsabilité en matière de prévention de faits qui se sont effectivement, c'est le rôle de la délégation d'enquête, d'aller creuser ces sujets-là pour aider l'employeur dans la recherche de solutions de prévention. Voilà. Donc, identifier les mesures de prévention qui permettront d'éviter qu'une situation se répète. L'enquête paritaire, je l'ai dit, n'est pas une procédure disciplinaire. Donc, oui, tu peux passer à la suivante, voilà. Si tu veux, Rodolphe. Alors, il a été posé la question, et Rodolphe, tu as bien mis le débat sur la table, c'est la délégation d'enquête, elle est censée faire son travail, donc élu plus direction, hein, c'est paritaire, comme son nom l'indique, et donc c'est important que ce travail se fasse ensemble, parce que ça veut dire qu'on pose les choses, on entend les mêmes choses, on constate les mêmes choses, et derrière on essaie d'identifier des mesures sur lesquelles on va être d'accord. Il peut y avoir des accords à la fin, ça c'est pas gênant, hein, c'est aussi le rôle d'une instance, hein, c'est d'exprimer des accords sur des solutions ou des recommandations, il n'y a pas de souci là-dessus. On n'a pas de compromis à trouver, c'est pas une négociation, hein, une délégation d'enquête, on fait des entretiens, on a une même base d'éléments de travail. Après, en fonction de ces bases-là, on peut avoir des points de vue et des orientations différentes, heureusement, et même entre élus, ça peut arriver, hein, donc entre membres de la délégation. L'essentiel, c'est quand même de construire une discussion autour des éléments et d'essayer de trouver des points communs et de faire des préconisations. Voilà. Donc, nous, en tant que cabinet, on est amené régulièrement, on est sollicité régulièrement, effectivement, pour accompagner des enquêtes paritaires. Et notre niveau d'accompagnement, il peut être de trois ordres différents. Un simple appui méthodologique, c'est-à-dire qu'on va être en back-office de la délégation d'enquête, qui va faire l'ensemble du processus, c'est-à-dire qui va recueillir les éléments, communiquer sur le processus, réaliser les entretiens, faire les synthèses et remettre son rapport au CSE. Donc, nous, on vient structurer un peu ça, garantir que la méthodologie est fiable, s'assurer du travail, un travail qualitatif de cette délégation d'enquête, et donc on sécurise le processus. Voilà, ça c'est notre rôle. Donc c'est un rôle qui n'est pas visible, hein, forcément par les témoins, par les personnes mises en cause et la victime, mais qui vient sécuriser le processus méthodologique. Deuxième possibilité, c'est d'avoir une assistance du début à la fin en étant co-participant et notamment aux entretiens. C'est-à-dire que là, on peut être amené à assister aux entretiens ou à une partie des entretiens, souvent les premiers. Donc on va aider les élus à bien sécuriser la grille de questionnement, voilà, de façon à ce que les premiers entretiens se passent de façon sécurisée, et puis les suivants se font avec les membres de la délégation d'enquête seule. Et puis on les aide aussi à ce moment-là dans la rédaction du rapport de la délégation d'enquête. Ça, c'est la deuxième possibilité. La troisième, c'est une délégation complète. Ça nous arrive de temps en temps sur des situations très tendues ou des situations par exemple de suicide, tentative de suicide, où il y a quand même une émotion forte et que les membres, les élus ou la direction qui sont touchés de près ou de loin auront beaucoup de mal à mener des entretiens de façon avec la distance nécessaire, et même les personnes elles-mêmes qui sont touchées ou témoins ou autres peuvent être aussi en difficulté lors de ces entretiens. Donc plus on a là une distance et un certain professionnalisme, plus c'est un exercice qui, en tout cas, on peut le rendre un peu plus facile. Voilà. Donc ça, c'est une délégation complète. Donc là, on réalise tout, sauf la fin, c'est-à-dire que le travail de rédaction du rapport, il est partagé complètement avec la délégation d'enquête, et donc on met à disposition l'ensemble des éléments et on fait un travail de construction collective. Et à la fin, c'est tout de même la délégation qui rédige sur la base de tout ce qu'on lui a amené. Voilà. Ce qui est important, c'est de comprendre, c'est que c'est la différence par rapport à une expertise ou un diagnostic qu'on pourrait mener nous en tant que cabinet, c'est que le rapport final est toujours celui de la délégation d'enquête. On ne prendra jamais le pas. Si la délégation d'enquête veut mettre ça,
nous, on ne s'opposera pas, ça n'est pas notre travail. Nous, notre travail, il est d'accompagner, plus ou moins, vous l'avez vu, mais on ne rédige pas le rapport final est bien celui de la délégation d'enquête. Voilà. Donc ça, c'est important. Et avec un travail d'accompagnement, souvent tout au long, c'est-à-dire qu'on va, y compris, proposer de la formation en amont sur la méthode d'analyse des éléments, sur comment réaliser les entretiens, sur le travail de synthèse, etc. Donc ça, c'est des choses qu'on fait aussi. Voilà. Donc ça, c'est le rôle du cabinet de ce que nous, on peut proposer. Voilà. Peut-être un rappel sur pour terminer avant de passer la parole, puisque je vois que le temps passe, c'est aussi de rappeler des éléments importants. Une enquête, c'est aussi un élément qui est toujours traumatisant pour le collectif de travail, par définition. Le mot lui-même, il est impactant. On va faire une enquête. Ça veut dire que les gens qui sont participants à l'enquête, quelque part, on va leur poser des questions, on va être intrusif, on va aller toucher des points sensibles, on va parfois mettre en cause des personnes, on va solliciter des témoignages qui peuvent mettre en cause d'autres personnes. Donc ça, c'est important de pouvoir effectivement comprendre ça. Et donc, pour que l'enquête se passe bien, il est important d'avoir deux éléments sur lesquels on s'appuie. C'est une méthodologie très claire, précise et maîtrisée, et une déontologie. Donc ça, la déontologie, ça va passer effectivement par l'équité, la confidentialité, le consentement, des fondamentaux qui sont importants de repréciser dès le début et qui doivent être partagés avec l'ensemble des membres de la délégation d'enquête. Et puis, la méthodologie qui rassure l'ensemble des participants et qui va donner aussi du poids à ce qu'on va traiter. C'est-à-dire que c'est pas fait n'importe comment, ça respecte un certain processus, ça respecte des garanties. La méthodologie a été prouvée, elle n'a pas été inventée la veille, elle répond à des principes aussi qu'on peut retrouver en psychologie du travail, qu'on peut retrouver en ergonomie, etc. Voilà, donc ça c'est important aussi pour donner du poids au rapport et aux préconisations. Je vais terminer sur un point qui est quand même important. Il n'y a pas besoin d'être un expert pour faire une enquête. Je le rappelle, tout élu peut faire une enquête. Le but, c'est pas d'être parfait, d'avoir compris cette méthodologie, de la respecter. Et je pense que n'importe quel élu qui a un petit peu de formation quand même, qui sera préparé à cet exercice, qui n'est pas simple, doit pouvoir réaliser une enquête. Hein, donc voilà. Donc ça, c'est important aussi. Ça n'est pas un exercice réservé à des cabinets comme nous. Nous, on est là pour apporter une expertise complémentaire, rassurer quand la situation est très complexe. Mais je pense qu'il faut rappeler que c'est un outil au service du CSE, des élus et de la direction, parce que c'est paritaire, et que ça doit être utilisé à plein. Je pense que c'est un outil qu'il ne faut pas négliger, et je suis très partisan que les élus prennent cet outil et se l'approprient complètement pour en faire plus, parce qu'il n'y a pas forcément assez d'enquêtes paritaires aujourd'hui dans des situations de ce type. Beaucoup. Merci Stéphane. Merci Stéphane, nickel, c'est super. Vous pouvez télécharger la présentation de Stéphane. Et simplement pour rebondir, tu as parfaitement tenu le timing, Stéphane, super. Je voulais simplement quand même dire, pour rebondir sur ton dernier propos, c'est que Mélanie et Anne-Laure vont étayer le fait qu'elle n'a pas besoin d'être experte pour faire une enquête, parce que vous n'aviez pas été formé même précédemment à l'enquête paritaire avant de le faire. Vous avez mis les pieds dans le plat. Et ce qui va être intéressant à vous entendre, c'est que vous avez appris beaucoup de choses, même si les constats sont nuancés selon vos expériences. En tout cas, c'est une expérience riche. Et c'est intéressant. Et voilà, on apprend, et clairement, on apprend en marchant avec ce sujet-là. Il n'y a pas c'est pas balisé. Il faut pas attendre que ça soit complètement balisé pour y aller, parce que sinon on n'y va pas. Donc, et Stéphane, une petite relance quand même par rapport à ce que tu disais sur la confidentialité. Tu m'expliquais que dans certaines de vos interventions, certains syndicats refusaient de s'engager dans l'enquête paritaire au motif qu'ils ne voulaient pas signer un engagement de confidentialité en plus dans le cadre de cette enquête. Et donc, oui, c'est déjà arrivé alors, on sait déjà que les élus ont une obligation de confidentialité de par leur statut et du fait d'être élus membres du CSE, ils ont accès à des informations confidentielles qu'ils n'ont pas à diffuser à l'ensemble des salariés, au moins pour un temps limité, et dans le cas d'enquête aussi pour une durée qui est illimitée.
éviter, puisqu'il peut y avoir des informations confidentielles, personnelles qu'on n'a pas à définir. C'est pour ça qu'on pose souvent, nous, on conseille souvent les élus et les directions de poser un cadre complémentaire, notamment dans des situations où c'est très touchy, je vais prendre un anglicisme, mais il est important de renforcer cette obligation et donc souvent de faire signer un document complémentaire qui permet de s'assurer que l'ensemble des membres vont respecter. Je pense que c'est pas tant pour les élus eux-mêmes ou la direction, hein, c'est pas ça qui est en jeu, c'est surtout pour les personnes qui vont participer. Ça rassure beaucoup de savoir que je vais pouvoir m'exprimer pleinement, de façon franche, auprès de la délégation d'enquête et que ça n'aura pas d'impact à l'extérieur et que ça ne sortira pas. Je pense que ça, c'est important. Alors, c'est vrai que c'est des fois plus difficile auprès de collègues qu'on connaît que auprès d'un cabinet qu'on reverra pas. Voilà, donc ça, c'est un peu le plus qu'on peut nous proposer en cabinet quand on est en situation très complexe. C'est de nous, on nous dit des choses, on vient à un moment, on disparaît après. Mais je pense qu'il faut que ce soit encore plus vrai pour une délégation d'enquête qui garantisse et que les salariés qui témoignent puissent être rassurés sur l'absence de fuite, hein, entre guillemets, parce que ça, c'est un élément important pour faire en sorte que si les gens ne parlent pas sereinement, complètement, on va passer à côté d'éléments centraux et donc les préconisations risquent d'être à côté de la plaque. Parfait, merci Stéphane. Avant de passer la parole à Mélanie, merci Sophie Miralles qui est présente dans le chat, qui représente également le groupe JLO et qui vous accompagne dans le chat. Sophie, n'hésite pas à remonter des questions. Voilà, sens-toi libre de faire ce que tu sens par rapport à l'animation, par rapport à ce qui se passe dans le chat. Donc, Mélanie. Alors, Mélanie Jacob, toi, tu es donc référente harcèlement, tu es élue CFTC à l'hôpital de Saint-Avold. C'est 2 sites et c'est à peu près 800 salariés, 800 agents, l'hôpital de Saint-Avold. Et donc, toi, tu es intervenu dans le cadre d'une enquête harcèlement sexuel. Le point de départ, c'est qui t'a mis la puce à l'oreille entre guillemets en disant que c'est important et c'est un sujet qu'il fallait vous saisir en tant qu'élu. C'est que l'alerte, pour le coup, là, elle venait d'un élève infirmier, c'est-à-dire que des gens qui sont quand même dans des situations de précarité et qui vont l'ouvrir entre guillemets en disant il y a un truc qui va pas. Et c'est pas forcément ces gens-là qui sont les plus précaires qui sont les plus enclins ou les plus en condition de dire il y a un truc qui va pas et on sonne l'alerte. Donc là, pour le coup, ça venait de là. Et donc, vous êtes mis en ordre pour agir. Si tu peux nous rappeler un peu dans quel contexte ça s'est passé. À toi. Oui, je vais un peu rappeler le contexte. Ouais. Donc, c'était un élève infirmier qui était présent dans l'établissement pour son stage de dernière année. Donc, il était dans un service de soins. Et il a finalement fait un courrier. Donc, il a fait des écrits parce qu'il se sentait harcelé par un de ses collègues aides-soignants. Et donc, le C2SCT a été déclenché par la direction qui nous a remis ces courriers. Et du coup, on a décidé de déclencher une enquête parce qu'en fait, comme le disait Rodolphe, c'est venu d'un élève infirmier. Donc, c'est quelqu'un en fait qui avait tout à perdre, pour le dire clairement, parce qu'il avait peur des répercussions, etc. Et qu'est-ce qui allait se passer après ? En fait, et il a eu le courage en fait de témoigner. Et là, on s'est dit, il a dû se passer quelque chose. C'est pas normal en fait, parce que souvent les gens ne parlent pas, c'est des dessous de table, les gens ne disent rien, etc. Et là, en fait, il a parlé, il a écrit. Donc, on s'est dit, là, il y a quelque chose. Et du coup, l'enquête a été déclenchée par le C2SCT, où on a désigné des personnes chargées de l'enquête, dont moi et une de mes collègues syndicales aussi. Et donc voilà. Et de là, l'enquête est partie. Alors, il faut savoir qu'on était totalement désarmés. On n'avait pas été formés du tout. On n'avait aucune méthodologie, on n'avait rien. On ne savait pas ce que c'était une enquête paritaire. Excuse-moi de te couper, Mélanie. Je me permets de te couper. En tant que référente harcèlement, est-ce que dans la forme, tu as suivi la formation ? Est-ce qu'il y a pas, on n'aborde pas ce sujet ? Après. J'ai eu la formation après, parce qu'en fait, j'ai été référente harcèlement parce que à la base, j'étais élue suppléante et j'ai mon titulaire qui est parti précipitamment et donc j'ai pris son relais derrière et je me suis retrouvée en fait avec ses mandats et j'avais pas été formée. J'ai été formée après. D'accord.
Donc, Ok. donc voilà. Ok. Et c'est bien, et c'est la direction qui vous a donc proposé l'enquête. Oui, c'est la direction qui nous a proposé l'enquête. Ok. Et alors, donc, comment on se pose la question d'y aller, de ne pas y aller, ou alors non, c'est une évidence, il faut y aller, et on embarque dans l'aventure. Comme ça a été dit tout à l'heure, il fallait y aller. Il n'y avait pas le choix. Là, il fallait y aller, même si on savait pas où on allait et on savait que ça allait être compliqué, mais il fallait y aller. On pouvait pas laisser l'élève infirmier comme ça. C'était pas possible. Et même tout le service. Le service a été, comment on va dire ça? On a senti qu'il y avait un malaise en fait au sein du service depuis ce déclenchement d'enquête. Et il fallait vraiment y aller. Alors, ça s'est passé comment, cette enquête? Ça a été combien d'entretiens? Ça s'est passé comment? Alors, on a fait 9 entretiens individuels en présentiel. Donc, on a rencontré 9 personnes et on a fait 4 entretiens téléphoniques. Donc, voilà. Et on a fait donc les 9 entretiens. Donc, on a d'abord reçu les différents témoins. En avant-dernier, on a reçu la présumée victime et en dernier, on a reçu le présumé mis en cause. Donc, voilà. Excuse-moi, rappelle-nous l'ordre. D'abord les témoins, après la présumée victime et en dernier, le présumé mis en cause. Ok. Et ça, vous avez pensé ça, vous avez regardé des ressources pour pouvoir. Alors oui, j'allais y venir parce que comme on était totalement démunis, on n'avait pas de trame, etc. On savait pas comment faire les entretiens, on savait pas comment se débrouiller. En fait, je suis un peu allée à la pêche aux infos chez d'autres collègues dans d'autres structures, pas forcément des hôpitaux, etc. et qui m'ont bien dépanné au niveau des documents et des trames et de ce qu'il me fallait en fait pour pouvoir démarrer les entretiens et faire ça correctement. Ok, parfait. Alors, ça s'est traduit par. Alors, tu as accepté, je te remercie, tu as accepté de partager un peu Ça s'est traduit par quoi, ce travail? Donc, c'est un travail compliqué déjà les entretiens, comment ils se déroulent, et ensuite, peut-être surtout, la restitution, les comptes rendus de ces entretiens, le travail que ça sous-entend, comment tu l'as appréhendé, cet exercice, et est-ce que ça a convergé avec la direction? On va dire, c'est difficile à vivre quand même, parce que c'est aussi ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des collègues de travail que j'avais en face de moi. Donc, c'est des collègues avec qui je travaille tous les jours et c'était vraiment pas évident, quoi. Et en fait, on a été mis devant le fait accompli, on va dire ça comme ça, et la direction n'était pas forcément présente à tous les entretiens. Elle n'était pas là. En fait, et c'est pas elle qui menait les entretiens, c'était nous, sauf pour le présumé mise en cause. Là, c'est elle qui a mené les débats, etc. En fait, on avait aussi un leitmotiv. On voulait vraiment que les personnes se sentent à l'aise quand elles viennent témoigner, qu'elles sont devant nous, parce que on voulait récolter le maximum d'informations, en fait, et on voulait pas qu'elles se sentent persécutées. Donc, en fait, quand elles arrivaient en entretien, on les laissait parler, en fait. On les laissait raconter leur histoire, comment ils avaient perçu les choses, etc. Quand ils arrivaient dans la pièce, on les bombardait pas de questions, en fait. On les laissait amener le sujet et après, on leur posait les questions qu'on avait envie selon la trame qu'on avait élaborée à la base. Mais bon, c'était pas évident, en fait. Et c'est comme Stéphane a dit tout à l'heure, c'était quand même traumatisant. J'aurais jamais pensé ça, mais c'était traumatisant. À vivre, c'était vraiment très compliqué. Et alors après, quand il faut rédiger les comptes rendus, ça c'est encore une autre histoire parce que faut vraiment relater tout ce qu'il a dit mot pour mot et c'est compliqué. Alors, avec ton autorisation, on partage le compte rendu de vos conclusions, vos conclusions. Donc, je l'ai mis en partage. Oui. Alors, on a anonymisé, on a tout bien anonymisé, mais c'est vos conclusions avec vos mots, comment vous avez posé le sujet. Ça s'est traduit par un licenciement pour faute grave, cette enquête. Comme on l'a préparé en entretien, toi, tu as estimé que vous avez fait un travail objectif et que tu as tout à fait bonne conscience. Enfin, tu n'as pas mauvaise conscience du boulot qui a été fait, loin de là. Donc, si on peut revenir là-dessus. Et comment tu considères que quelque part, c'est une fausse enquête paritaire?
Parce que pour moi, elle n'est pas paritaire, vu que la direction n'était pas présente tout le temps, partout, etc. Et qu'elle nous a laissé nous dépatouiller, en fait, pour la conclusion. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on avait rédigé une première conclusion. On avait pris du temps pour rédiger cette première conclusion. Et donc, on était à 2 à rédiger. Hein, la direction n'a pas rédigé ça avec nous. Quand on lui a présenté cette première conclusion, ça ne lui convenait pas du tout, en fait. Elle voulait nous faire dire des choses, etc., comme... moi, j'avais simplement relaté des faits et j'avais pas autre chose à faire, en fait. C'était une enquête. Donc, je devais lui donner les faits, etc., de ce que moi, j'avais pu récolter comme information dans les divers entretiens. C'était pas à moi de lui dire oui, il faut le licencier, il a fait une faute grave. Je suis pas flic. Et c'était pas mon but et c'était pas mon objectif. Et c'était pas à moi et ni à ma collègue d'écrire oui, il a bien commis ces faits et il faut le licencier. Ça, c'était la démarche de la direction et c'est à la direction de prendre cette décision. Et en aucun cas, c'était à nous. Donc, il a fallu qu'on reste vraiment très... je sais pas comment dire, j'ai pas le mot, mais c'était pas à moi de dire coupable ou non coupable, en fait. Et c'est ce qu'on te demandait. C'est ce qu'on m'a plus ou moins demandé, quoi. Donc voilà, donc après on a rédigé une deuxième conclusion qui finalement après leur a convenu, mais j'avais toujours pas désigné coupable ou non coupable parce que c'était pas à moi de le faire. Et c'est bien la conclusion que tu nous proposes, qu'on a en partage là. Hein. Exactement, c'est la conclusion qui est en partage, oui. Ok, bah très bien. Et après ça, est-ce que dans la suite, est-ce qu'il y a eu des choses qui ont été faites? Comment là, ça fait plus d'1 an, hein, Oui, ça fait plus d'1 an. Bon, par contre, je voulais quand même préciser aussi que quand on a fait ces différents entretiens, c'était sur une semaine environ, on a subi beaucoup de pression de la part de nos propres collègues de travail, en fait, qui sont venus nous voir, nous disant mais oui, c'est pas possible, c'est un élève infirmier, il raconte des bêtises, il est là de passage, etc. Oui, j'ai déjà bossé avec mon collègue, lui, il a jamais fait ça, c'est pas possible, il peut pas, il est pas comme ça, etc. Et on a eu beaucoup de pression, en fait. Et ça, c'était vraiment difficile à vivre. Donc voilà. Et après, donc pour la suite, je sais pas s'il y a eu un réel changement, je sais pas en fait. Moi, j'ai pas vu de réel changement après ça. Ok, donc c'est pas un constat super positif, hein, c'est-à-dire que potentiellement des agissements qui sont complètement en dehors du cadre perdurent. Il y en a. Gentiment. Il y en a, et je reste convaincue qu'il y en a et qui ne sont pas dénoncés en fait, parce que les gens ont peur. C'est ce que je te disais aux entretiens téléphoniques. Les gens ont peur et les gens ont peur des répercussions en fait sur leur travail, sur la suite de leur contrat, ou si c'est des gens qui sont en CDD, ils ont peur que les CDD ne soient pas renouvelés. Alors que c'est pas du tout le cas. C'est quand même symptomatique d'entendre des salariés en CDI dire que parce que ça vient d'un stagiaire ou d'un CDD, on ne doit pas l'entendre. C'est quand même un peu. Ouais, c'est très inquiétant. Et là où ce qui m'inquiète le plus, c'est que les gens ont peur de dénoncer parce qu'ils ont peur des sanctions. C'est pas ceux qui dénoncent qui devraient avoir peur des sanctions en fait. Et c'est là où il y a quelque chose qui coince en fait. Mais en tous les cas, vous n'avez pas eu de difficulté pour avoir les témoignages en tout cas, parce que moi j'ai eu des échos comme quoi parfois les gens refusaient même de témoigner. Là, vous n'avez pas eu de difficulté à faire. Non. Par contre, après, il y a des gens comme par exemple les entretiens téléphoniques. Les gens nous disaient oui, bah moi j'ai pas de problème ni avec l'un ni avec l'autre, ça s'est bien passé et c'est tout. C'était très très succinct des fois, mais ça allait. Entendu. Alors, a priori, le document n'est pas très lisible, comme ça. Ouais, c'est clair, mais il faut simplement regarder quand je le mets comme ça. Tac. Là, vous avez un petit bouton pour le télécharger et ça sera super net, normalement. Normalement, ça devrait le faire comme ça. Il faut le télécharger, le doc. Voilà, je le laisse 2 secondes comme ça. Stéphane, peut-être que... merci Mélanie. Tu vois. Je vois juste une question, si tu permets, Rodolphe. Il y a quelqu'un qui me demande là, si le stagiaire a été licencié. En fait, non. Le stagiaire a continué son parcours et il a eu une très bonne appréciation de stage et il n'y a eu aucun souci. Et s'il fallait, il serait même revenu au sein du service. Donc voilà. Vous n'avez pas été dégoûté, c'est bien. Non. Bah, il était au bout de son cursus, là, donc valait mieux pas. Ouais,
Ça, c'est très, très bien comme ça. N'hésite pas surtout à intervenir. Il y a pas mal de questions. Ça commence à devenir bien riche là. Stéphane, peut-être un petit. Et n'hésite pas, hein, donc Mélanie, à intervenir par le chat ou à l'oral quand tu vois quelque chose. Ouais. Stéphane, ce que tu as entendu de Mélanie, ça t'inspire quoi sur le côté un peu fausse enquête paritaire avec une direction qui vient à l'entretien simplement avec le mise en cause, etc., etc. Ça t'inspire quoi? Oui, je pense que je reviens sur ce que tu disais sur la méthodologie. Si on est clair et rigoureux sur la méthodologie, on fait pas une partie d'entretien comme ça, une partie autrement. Je pense qu'il y a des règles à respecter et ça donne de la clarté aussi au processus et ça rassure toutes les personnes à côté. Après, j'entendais aussi la déception sur le résultat. Je pense que on voit bien que là, l'enquête qui aboutit au licenciement, bon, on a répondu à une partie de la question, c'est est-ce qu'il y a une responsabilité, est-ce qu'il y a une faute, et donc derrière, l'employeur prend ses responsabilités, sanctionne. Mais s'il ne fait que sanctionner et que derrière, il n'entame pas, je rappelle qu'il y a une obligation de prévention sur ces questions-là, et une obligation renforcée sur les questions de harcèlement, hein. C'est pas juste, il y a des mentions spécifiques dans le Code du travail qui obligent l'employeur à intégrer des actions de prévention du harcèlement dans le plan de prévention chaque année. Donc, de ce côté-là, c'est au CSE derrière de reprendre le relais et de jouer son rôle dans les questions à l'ordre du jour, dans les sujets qu'il veut traiter, dans les sujets de la C2SCT éventuellement, pour que on n'en reste pas à une situation de constat un petit peu de semi-échec ou de semi-succès, c'est-à-dire on a entre guillemets traité un comportement inacceptable. Mais on voit bien que ce que disait Mélanie, et je vais faire court, sur les craintes d'autres personnes, sur le fait que ce soit un stagiaire, est-ce que vraiment il faut privilégier un stagiaire sur quelqu'un qui est là depuis longtemps. On voit bien que le corps social, c'est pas naturel d'aller traiter ce genre de situation. Il faut travailler aussi le terrain. Je vais pas revenir sur tous les stéréotypes liés à ce type de comportement. Et donc, on a besoin de faire un travail en profondeur de sensibilisation de l'ensemble des salariés, des agents dans la fonction publique sur la prévention du harcèlement, sur c'est quoi le harcèlement, comment on traite ce genre de situation, comment on évite, et de rassurer tous ceux qui seraient amenés à porter plainte pour leur dire vous avez raison de le faire, et que les comportements qui sont évoqués ne sont pas acceptables et qu'on va renforcer encore les moyens de prévention. Parce que si on ne fait que de sanctionner, je crains que ça puisse durer 10 ans, hein. Donc, on va pas avancer beaucoup. Donc, c'est l'enquête paritaire, elle a aussi dans ses conclusions les préconisations qui sont partagées, et c'est l'intérêt du CSE, c'est qu'elles seront partagées avec l'ensemble des salariés. C'est-à-dire que le résultat de l'enquête en lui-même détaillé, peut-être que tous les salariés ne l'ont pas, mais les recommandations, elles sont partagées en CSE, et donc elles sont au PV, et l'employeur sera tenu de répondre aux questions des élus sur que devez-vous faire, qu'est-ce que vous avez prévu, comment vous allez changer les choses, voilà. Donc c'est mettre un petit peu la direction, pas la laisser assise confortablement, mais voilà, c'est aussi le rôle. Là où c'était délicat pour nous, c'est qu'après, une fois qu'on avait la conclusion, on l'a évidemment diffusé au CSE suivant, oui. Mais c'était super délicat parce que c'était super conflictuel en fait. Parce que là-dedans, on était différentes OS et c'est là quand je dis que c'était qu'on a eu des pressions parce qu'on n'était pas forcément tous d'accord, on n'est pas tous dans le même sens. Il n'y a pas tout le monde qui avait les éléments parce qu'il n'y a pas tout le monde qui a participé à l'enquête. Et du coup, c'était conflictuel, vraiment. Je ne vais pas faire le débat, mais ça encore le dernier débat entre le rôle d'un CSE où les OS ne sont pas normalement. Quand on est élu, on n'est pas membre d'une OS, on est élu du CSE pour défendre tous les salariés. Après, les OS, elles ont leur place dans les délégués syndicaux, dans les organisations syndicales, dans les sections syndicales, et il n'y a pas de souci pour que les DS aient leur place et les syndicats affirment leur point de vue. Mais le CSE n'est normalement pas une instance, on se sert des syndicats pour élire, mais une fois qu'on est au CSE, on défend tout le monde et on doit être en défense de l'ensemble des salariés. Donc, mais ça, je ne vais pas faire le débat parce qu'on pourra faire un sujet complet, Rodolphe, là-dessus. Donc, je ne vais pas l'entamer aujourd'hui. Parfait. Et par contre, une petite question, Stéphane, quand parfois justement les choses sont mal emmanchées en termes de méthodologie ou ou autre raison, en quoi le CSE est parfaitement dans son droit, les élus peuvent dire bah non, la direction nous propose une enquête paritaire et nous on dit non. Ah bah les élus font ce qu'ils veulent, c'est l'avantage, hein, ils sont autonomes. Ils estiment que l'enquête
est pas assis sur des bonnes conditions, que le climat n'est pas, et donc il y a des risques de confusion, de manipulation au sein d'une enquête qui est paritaire. Les élus, s'il y a matière, peuvent tout à fait partir sur d'autres solutions, y compris l'expertise, risque grave, puisqu'on est sur un motif qui peut amener à voter une expertise. Auquel cas là, on change de système, puisqu'on est sur un dispositif qui est piloté par les élus, dans lequel l'employeur est contraint, puisqu'on l'oblige, et sa seule possibilité, c'est d'aller contester devant les tribunaux la nécessité de l'expertise ou son contenu. Mais les élus ont une totale liberté d'aller. Je pense que l'enquête peut être utile et elle est nécessaire parce que il faut la privilégier. Ceci dit, si ils estiment, parce qu'expérience antérieure, que ça va être compliqué, qu'il y a des accords aussi parfois, ou en tout cas, on a des risques d'instrumentalisation de ce type d'exercice, ou qu'il n'y a pas les conditions nécessaires réunies pour des règles déontologiques, pour une confidentialité, etc. À ce moment-là, en passant par un expert, évidemment, on évacue ces questions-là, puisqu'on fait intervenir quelqu'un qui lui-même va garantir l'ensemble du process de l'expertise qui répond à des obligations là, très particulières. Donc, ça n'enlève pas une arme au CSE. Je pense que si on peut faire l'enquête, c'est mieux. Si derrière ça ne fonctionne pas, l'expertise a toute sa place. Et je rappelle que l'expertise est sous-utilisée aujourd'hui, donc je ne suis pas non plus pour ne pas recourir à l'expertise. C'est un outil qui aujourd'hui est très peu utilisé dans les CSE, donc et ça sert à quelque chose, une expertise. Par contre, là, il y a un commentaire j'aimerais bien qu'on y réponde parce que j'ai pas la réponse en fait. Où on m'écrit que, en revanche, il me semble que le compte rendu d'une telle enquête n'est pas communiqué en CSE. Alors, il faut bien ne pas mélanger les choses. D'ailleurs, l'ensemble des comptes rendus individuels ne sont pas diffusés. Oui. Mais le travail du rapport d'enquête, il est forcément présenté en CSE dans son intégralité. On est bien d'accord. La conclusion, on est bien d'accord. C'est même une obligation. Donc, oui, on est d'accord. De le faire devant le CSE avec des recommandations derrière qui peuvent amener à une délibération des élus d'ailleurs pour demander à l'employeur d'agir. Bien sûr, si, ça c'est le principe de la délégation d'enquête paritaire, c'est qu'elle a l'obligation de présenter son rapport devant le CSE. Et je rappelle pas uniquement devant la C2SCT non plus, devant le CSE. Oui, c'est ce qu'on a. La C2SCT, c'est un nombre réduit d'élus quand elle existe, donc c'est bien devant le CSE qui émettra des recommandations derrière. Et ça oblige davantage l'employeur puisque c'est au PV. C'est officiel, voilà. Donc, ça fait partie du processus, normal et légal d'ailleurs de l'enquête paritaire. Ok. On va passer la parole à Anne-Laure Thétault. Tu as été patiente. Merci à toi. Donc, toi, tu es une ex-élue parce que ta liste n'a pas été renouvelée sur les précédentes élections. Donc, toi, tu étais élu Sud solidaire chez Ipsos. Et donc, là, on va parler de harcèlement moral. Et là encore, on va voir la diversité des modes d'alerte. Là, c'est encore, à chaque fois, je pense que c'est original quelque part, mais il n'y a pas un standard d'alerte. Ça serait trop facile. Et là, pour le coup, c'est un ancien directeur, si je dis bien un ancien directeur qui alerte la direction générale en disant, là, il y a une nouvelle ligne managériale qui met en souffrance une salariée, une ancienne collaboratrice. Et donc, moi, je sonne l'alerte en tant qu'ancien responsable de cette personne. À partir de là, comment les choses se mettent en route? Même question qu'avec Mélanie, comment les choses se mettent en route rapidement, sans être formé, et hop, on y va. Et ça part. Alors, ça a été très vite. Donc, on a reçu très vite à la CSSCT un mail de la direction. On a même eu une réunion avec le directeur général pour nous informer donc de cette alerte sur une suspicion de harcèlement moral. Dans la petite semaine qui suivait, on a fait une réunion extraordinaire de la CSSCT où donc 2 membres se sont portés volontaires pour faire l'enquête. Et en fait, ça s'est décidé très naturellement que ce soit une enquête paritaire. Voilà, la direction nous informe, on dit OK, on va faire une enquête. Voilà, mi-direction, mi-élu.
Et c'est en formation. Alors moi, j'avais suivi une formation quand même RPS l'année d'avant. Et après, pourquoi on se lance dedans? Je pense parce que c'est des sujets, c'est intéressant, c'est enrichissant dans le sens où on apprend mieux à voilà aider ses collègues. Donc c'est vraiment une expérience, même si on n'a pas de bagage au début, on en trouve. Voilà, il y a des formations, il y a beaucoup de matériel qu'on peut trouver sur Internet, enfin voilà, pour aider. Et bon, dans mon entreprise aussi, il y avait quand même des membres de la CSCT qui étaient là depuis longtemps, qui maîtrisaient aussi bien tout ce qui va être méthodologie, mention légale, etc. Enfin voilà, c'était confortable entre guillemets, je veux dire, sur ce côté-là. Je ne me sentais pas tout seul abandonné. Alors, je reviens sur une question de la salle qui était tout à l'heure. Tu dis tout à l'heure, les 2 élus sont portés volontaires, dont toi. Est-ce que ça aurait pu se passer autrement? Enfin, je ne sais pas quel est le cadre. Est-ce que la direction pouvait désigner ou non? Là, c'était. J'ai pas l'impression. Enfin, je pense pas qu'il se serait permis au final. C'est qui dans la CCT veut bien faire cette enquête. Après, ça s'est décidé aussi entre nous parce qu'il fallait être un petit peu disponible. Ça prend du temps. Ouais. Alors ça, c'est un. Mais non, la direction n'a absolument pas désigné de personne. Ok. Excusez-moi, je fais une précision. En introduction, j'ai dit des bêtises en disant, et Stéphane, tu as corrigé, mais je préfère le redire, que l'objectif, effectivement, c'est pas de converger vers une conclusion commune, ce que j'ai dit, ce qui est faux, et ce qu'a bien précisé Stéphane, c'est-à-dire la diversité c'est synthétiser la diversité des approches et de mettre ça en perspective. Anne-Laure, quand tu te parles de temps, là, donc, la démarche paritaire, on est dans une logique d'internalisation, d'appropriation de la démarche. Et quand on a préparé l'entretien, toi aussi, tu as partagé les éléments de compte rendu, etc. Mais là, qu'on va pas partager pour des raisons de confidentialité un peu plus marquées. Mais en tout cas, vous avez fait 17 entretiens, si je me trompe pas. Donc, c'est beaucoup. Donc, c'est du temps et c'est beaucoup de matière à mouliner, à recroiser. Comment on gère une matière avec 17 entretiens? Est-ce que vous avez des refus? Même question. Alors, des refus, pas à ma connaissance. Enfin, de toute façon, en fait, il y avait beaucoup de personnes puisque l'intégralité des collègues de la salariée concernée ont été vus en entretien. Ses supérieurs hiérarchiques, des collègues un peu moins proches, mais avec qui il y avait pas mal d'interactivité, et 2 anciens directeurs. Et on les a fait en l'espace je vais noter, on a commencé vers la mi-mai. Les entretiens, la quasi-majorité ont été faites entre la fin mai, début juin. Et on a rendu le rapport vers le 10 juin, quelque chose comme ça. Alors, comment ça s'est fait? On était 4, 2 membres de la direction, 2 membres de la CSSCT, en binôme à chaque fois. Et on a aussi interverti des fois les binômes. Donc, j'étais pas toujours avec la même personne de la direction et elle-même n'était pas toujours avec la même personne de la CSSCT. Et au final, on arrivait à faire 4 entretiens par jour, des fois, à diverses heures. Donc, tous les entretiens se sont faits en distanciel et pouvaient durer, en général, on se donnait une demi-heure. Voilà. Les plus courts ont duré 20 minutes. Il y en a qui ont duré une bonne heure. Voilà. Et la présumée harcelée, elle, on l'a vue en entretien au moins 2 fois. Et ça a été, beaucoup plus long parce que c'était aussi, voilà, on parle là de la charge émotionnelle. Oui, c'est pas facile à faire, surtout pour la présumée victime. Voilà, c'est dur. Ouais. Entendu. Anne-Laure, tu me disais que tu avais été agréablement surprise
par l'engagement de la direction, parce que l'inverse de l'exemple de Mélanie, là, pour le coup, c'est une vraie enquête paritaire. Les représentants désignés par la direction ont vraiment fait le boulot comme vous l'avez fait en tant que représentant des salariés. Et en soi, déjà, rien que ça, c'était déjà aussi enrichissant, non, comme expérience. Oui, parce que au départ, donc, dans les membres de la direction, il y avait la DRH qui a proposé une trame, voilà, un questionnaire. Qu'on a mis Et en tout de partage. suite, voilà. Merci du partage. Donc, vous pouvez télécharger, je la mets là vite fait. Donc, la grille, ça, c'est la grille d'entretien brute que vous avez administrée, qu'on vous propose en partage. C'est des choses. Voilà. Et tout de suite, en fait, on a, excusez-moi, on l'a enrichi, en fait. Voilà. Nous, ça nous semblait un peu trop succinct. Donc, on a enrichi de questions qui ont tout de suite été rajoutées, voilà, sans aucune difficulté. Enfin, ça s'est vraiment bien déroulé pour ça. Et l'autre chose aussi, c'est que dans les entretiens, à chaque fois, donc on était en binôme et l'une posait les questions, l'autre prenait les notes et on tournait aussi. Ce qui fait qu'à chaque fois, donc aucun enregistrement, bien évidemment. Tout est resté confidentiel. Et donc, à chaque fois, les notes n'étaient pas forcément prises par la même personne pour, voilà, ne pas réduire à une ou deux personnes la retranscription de l'entretien. On a trouvé être là, c'était plus l'idée de la CSSCT d'ailleurs, déjà qu'on soit toujours en binôme et que ça tourne aussi au niveau des prises de notes. Parfait. Mais ça a été, voilà, accepté sans problème. C'est vrai que ça s'est très bien déroulé pour ça. Bah alors pour ça, comme tu le dis, alors ça c'est le côté positif de la face, la bonne face. La face un peu plus sombre, c'est que toi tu regrettes donc le constat. On va quand même en dire, la personne, il n'y a pas eu de, la direction a considéré qu'il n'y avait pas de harcèlement moral, mais par contre il y avait une situation de dysfonctionnement managérial. Bon bref, il y avait une faiblesse managériale des N+1 et N+2, ça c'est le constat. Et à partir de là, comme le disait Stéphane, il y avait des préconisations en termes préventifs que vous avez intégrées dans vos conclusions. Dans notre compte rendu. Et ben, le service après-vente, le suivi, là, pour le coup, là, par contre, là, c'est là que le bas blesse. Silence radio, on ne sait plus où ça en est. Le suivi, bof, il n'y a plus rien. Je te laisse continuer là-dessus. Mais voilà, il n'y en a pas eu. Donc, il n'y avait pas que le dysfonctionnement managérial aussi. Il y avait quand même un souci de charge de travail. Enfin, donc, sur l'ensemble du service, il y avait des choses quand même à revoir. Donc, on préconisait une formation managériale pour les supérieurs hiérarchiques, la mise en place d'un document, voilà, de travail pour mieux répartir les tâches, les choses à faire. Enfin voilà, ne pas se retrouver dans cette situation. L'aménagement du retour au travail de la salariée qui était en arrêt maladie. Et donc un suivi, voilà, de toutes ces préconisations et de voilà, comment ça évolue, est-ce que ça solutionne, enfin voilà, on était plus dans prévention, voilà, RPS, enfin, est-ce que pour pas se retrouver dans une telle situation. Et alors au final, la DRH quittait l'entreprise pas très longtemps après. Et ben le mandat CSE a été, enfin les nouvelles élections ont eu lieu quelques mois, voilà, après. Alors là, voilà, la ratée, elle est aussi pour ça, c'est que du coup, les protagonistes n'étant plus vraiment là, c'est un peu tombé dans l'oubli. Et ça, c'est vraiment, enfin, c'est le gros écueil. Moi, je trouve de cette enquête, c'est ok, on a fait l'enquête, mais pas juste faire une enquête et donner une conclusion. Ben voilà, il faut qu'il y ait un suivi derrière et puis un résultat aussi derrière. Donc ça, oui, c'est un regret. Ouais, pas de continuité de service.
c'est un retour d'expérience, voilà. Il faut pas se faire avoir une deuxième fois. Ouais. Et en attendant, la personne victime de ces faiblesses managériales, en attendant, elle a quitté l'entreprise et les managers sont en poste. Voilà, elle a fini par quitter l'entreprise, en effet. Voilà, donc le constat n'est pas génial sur ce niveau-là, quoi. Entendu. Stéphane, alors merci Anne-Laure. N'hésite pas à rebondir sur aussi prendre la parole, vraiment sens-toi à l'aise pour le faire par rapport à ce que tu peux voir dans le. D'ailleurs, quelqu'un, Nathalie. Bonjour Nathalie, Nathalie qui confirme ce que tu dis, c'est sans surprise. Stéphane, par rapport à ce que tu as pu, donc Anne-Laure, n'hésite pas. Stéphane, de ce que tu as pu entendre de Mélanie et Anne-Laure qui n'avaient pas été formées, a priori, elles n'ont pas fait ça a été des approches de bon sens et qui sont a priori plutôt bien menées. Qu'est-ce que tu en... Ah oui, je pense que, sur le plan méthodologique, mais on voit bien que dans ce qu'elles expriment, les difficultés qu'elles ont pu rencontrer quand même. Mélanie a dit que c'était un événement qui était quand même, qui peut être traumatisant, pas facile à vivre. Donc je pense que ça aussi, on n'enlève pas le traumatisme, on va dire moral, affectif qu'on peut avoir dans ce genre de situation. On peut s'en prémunir un petit peu par une assise méthodologique, par une formation, par une capacité aussi à avoir des outils qui permettent de maintenir un minimum de distance. Ce sera un élément. D'ailleurs, il y avait une question aussi sur le choix des membres de la délégation d'enquête. On déconseille fortement des personnes qui connaissent très bien les victimes ou les personnes mises en cause, parce que forcément, au-delà de la question de l'impartialité, c'est aussi la question d'être embarqué dans un sujet où on va exprimer des difficultés, des moments difficiles, voire des situations traumatisantes. Et donc, je pense que plus on a une distance avec les personnes, en tout cas touchées par l'enquête, mieux c'est. Donc, je conseillerais toujours de bien se former. Vous avez différentes formations. Quand on est référent harcèlement, on a effectivement possibilité de se former. Tous les élus, je rappelle que tous les élus du CSE, et pas seulement les membres de la C2SCT, ont droit à la formation de 5 jours pour les nouveaux, de 3 jours pour les anciens élus, qui est financée par l'employeur, à la fois sur le coût pédagogique et sur le temps, sur les sujets SSCT. N'hésitez pas à faire cette formation. N'hésitez pas aussi, si vous êtes membre, en tout cas si vous pouvez être régulièrement être amené à faire des enquêtes, à vous former spécifiquement sur cette question-là, parce que je pense que plus on est formé, mieux on est. Mais ça, c'est comme tout, hein. Dans tous les métiers, dans toutes les fonctions, voilà, la formation est très utile et facilite les choses. Après, la pratique aussi, mais je ne souhaite à personne d'être un fort praticien de ce genre d'exercice. Hormis en cabinet, ça voudrait dire que la situation n'est pas terrible dans l'entreprise. Donc, moins on en fait, mieux on se porte. Ça veut dire qu'on est moins sollicité. Donc, mais dans des grosses entreprises, on peut avoir des élus qui en font régulièrement, parce que le chiffre faisant que des enquêtes, il y en a quand même régulièrement. Voilà. Donc, c'est important de toujours se former, d'avoir en tout cas une partie de bon sens, d'écoute, des capacités d'écoute, de capacité à entendre les choses, à reformuler ça, tout le monde peut les avoir, hein, ça se travaille après. Voilà, c'est un exercice qui n'est pas simple, même dans notre cabinet. Pour être franc, hein, tous les consultants ne sont pas à l'aise dans ce genre d'exercice. Voilà, donc c'est un exercice qui n'est pas simple. Quand on a des situations très complexes, très imbriquées, qui concernent notamment des élus, et là aussi, des fois, des élus sont embarqués aussi ou impliqués ou concernés au premier chef, c'est compliqué par des collègues du CSE d'être d'un côté ou de l'autre. Enfin, voilà, donc là aussi... des RH. Et DRH et patron. Quand c'est le président qui est en cause, comment on fait? Quand c'est le DRH qui est en cause, comment on fait? Donc c'est là où nous on peut avoir un rôle. Voilà, même si de toute façon il y a beaucoup plus de CSE que de cabinets, donc je suis pas inquiet. Beaucoup de CSE peuvent faire ça tout seul. On peut être utile dans certaines situations. Et puis nous, on voit notre rôle aussi comme étant une aide à la montée en compétence. C'est-à-dire qu'on a des clients sur lesquels on a été amené à intervenir une première fois. On a formé les élus et après, ils sont beaucoup plus autonomes ou ils reviennent vers nous pour des choses plus ponctuelles. Voilà. Donc ça aussi, on n'est pas là pour intervenir à chaque fois de la même façon. C'est d'aider
à monter en compétence et être plus à l'aise dans ce genre d'exercice qui n'est jamais simple. Alors, il y a quand même, Stéphane, alors il y a peut-être des questions, n'hésite pas à répondre aux questions que tu as pu voir dans la salle, mais moi je te relance et ça vaut pour Mélanie et Anne-Laure aussi, c'est quand même le constat quand même de vos témoignages, Mélanie et Anne-Laure, c'est quand même que la suite, les carences en termes de suite, c'est-à-dire que comment on a pu capitaliser sur vos conclusions et quelque part là, on voit bien qu'on peut mieux faire quoi, hein, dans les deux cas. Si c'était à refaire, si c'était, enfin bon, mieux cadrer peut-être la continuité post-enquête. Stéphane et peut-être après Mélanie et Anne-Laure là-dessus. Oui, je vais faire court. Je pense que l'enquête, c'est pas une fin en soi. C'est une analyse d'une situation avec des recommandations liées à cette situation. Donc, on va forcément traiter un problème ponctuel. Si la situation qui a amené l'enquête résulte d'une organisation défaillante, de processus managériaux défaillants dans leur ensemble, traiter un sujet, et comme le dit effectivement un des participants dans une question, est-ce que sanctionner uniquement ne fait pas que dépasser le problème? En fait, ça règle un problème ponctuel. Si on ne touche pas, on ne réinterroge pas l'organisation, les modes de fonctionnement, les modes managériaux, le mode de communication, évidemment que on peut faire des enquêtes. Alors c'est très bien pour les cabinets parce que ça fait du chiffre d'affaires. Mais franchement, enfin non, mais je le dis de façon très, c'est un peu navrant des fois de voir, je vais pas dire chez nos clients, mais en tout cas que on est alimenté par des situations qui sont les mêmes souvent et qui se répètent et qui sont pas traitées. Donc traitons les problèmes en amont et effectivement on fera moins d'enquêtes. Ça demande un peu plus de temps, ça demande aussi de courage parce que des fois il faut aller toucher des niveaux supérieurs, il faut se remettre en question. Mais aujourd'hui on n'a plus le choix. Je pense que si les employeurs veulent avancer, ce genre de situations sont très traumatisantes pour les collectifs de travail. Elles ont des coûts financiers, elles ont des coûts humains, elles ont des coûts en termes externes, même en termes médiatiques parfois. Donc il y a matière à s'y atteler quoi. Ok. Mélanie, Anne-Laure, ouais, Mélanie. Pour moi, de mon côté, là, comme je l'ai écrit là dans le chat, pour ma direction, pour moi, l'essentiel, c'était qu'il soit plus dans nos murs, en fait, qu'il fasse plus partie de l'effectif. Et en fait, je rejoins ce qui a été dit. Le problème a été déplacé parce qu'aujourd'hui, en fait, il exerce dans un autre hôpital, en fait. Et je reste convaincue qu'il recommencera, quoi. Bon. Mais bon, l'essentiel avait été fait chez nous dans notre établissement puisqu'il n'était plus là. Donc, il n'y avait plus de risque et le problème avait été réglé. Ouais, mais la solution avait été trouvée en fait. Le problème n'avait pas été plus là, mais comme quand on préparait, tu disais cette personne-là, elle était quand même avant l'alerte, elle était un peu connue. Oui. C'était en gros, tout le monde le savait qu'il avait un comportement qui était pas d'équerre, mais on laissait faire, etc. Donc bref, on l'a laissé faire jusqu'au moment où on l'a sorti. Mais enfin, c'est pas l'exemple, il est pas génial, quoi. Enfin, on l'a simplement laissé faire. Tout le monde savait, mais personne n'a rien dit en fait. Et le cas peut se représenter avec un autre profil là actuellement à l'hôpital. Je pense. Bon. Et moi, je voulais juste rebondir là sur ce que disait Stéphane, sur le fait de, oui, bien connaître des personnes qu'on va avoir en entretien, c'est pas une bonne idée. Là, nous, on a eu cette chance aussi dans l'enquête que j'ai faite. On était les deux élus. On n'avait rien à voir avec les personnes qu'on ne connaissait pas du tout. On ne travaillait pas du tout avec elles. Voilà, on était très détachés de ça. Donc, je pense que ça a été une grosse aide aussi parce qu'on n'avait aucun a priori, aucun parti pris, rien du tout. Voilà, c'était des entretiens, des questions, des réponses et ça n'a pas été, il n'y a pas eu trop d'affect dans ce sens-là, quoi. Et c'était une chance. Après, dans une plus petite entreprise, effectivement, quand tout le monde connaît tout le monde, je pense que le recours, voilà, à un cabinet extérieur, ça peut être une bonne idée. Alors, il y a une question que je voulais te poser, je ne te l'ai pas posée tout à l'heure. Est-ce que vous êtes à un moment posé la question, au moment des conclusions, est-ce qu'on fait confiance à la direction sur sa capacité à mettre le plan d'action en marche
avec les points d'interrogation qui vont derrière, ou alors est-ce que nous, en tant que CSE, on vote un recours à expertise pour risque grave? Ça, la question s'est posée? Point d'interrogation? Non, c'est vrai qu'on ne s'est pas posé la question et c'est vrai qu'on s'est dit, ben voilà, les choses vont être mises en place. Après, je pense que certaines choses ont été mises en place, mais nous, en tout cas, on n'a pas eu le suivi. Voilà. Bah, c'est ça le problème, ouais, vous n'avez pas le suivi, quoi. Ok, parce qu'il y a par exemple, il y a la question qu'il nous reste une bonne vingtaine de minutes, donc il y a matière à répondre à des questions, à interagir librement entre nous. Il y a une question qui a été posée dans la partie questions. Oui. Alors je ne sais plus qui posait la question, mais en disant Stéphane, ton écho là-dessus, que quand une direction fait une enquête unilatérale, quelque part, elle avait aucun compte à rendre au CSE, simplement la sanction la sanction disciplinaire qu'elle allait être ou pas prise à l'encontre du salarié. Il n'y avait aucune restitution à l'égard du CSE de l'enquête unilatérale. Tu confirmes, Stéphane? Ah oui. En fait, ça résulte d'une obligation de l'employeur d'agir en protection et rapidement. Donc, l'employeur peut mener des enquêtes en responsabilité. Donc, c'est pas une enquête paritaire là. C'est bien l'employeur qui va récupérer les éléments qu'il souhaite, enfin qui peuvent lui revenir pour prendre une décision et pour derrière éventuellement entamer une procédure de sanction. Donc ça, c'est tout à fait possible. Il a aucun compte à rendre au CSE, ni même sur la sanction. Je rappelle qu'une sanction, elle n'a pas à être communiquée au CSE. Elle ne sera communiquée que si elle concerne éventuellement un élu. Et là, forcément, il y aura information et consultation du CSE. Mais sinon, non. C'est aux élus derrière, je pense, de pas se centrer quand on est sur ce type d'enquête employeur, d'être informé s'il y a c'est suite à un accident ou si c'est des faits qui sont constitutifs de violence interne, qui a un danger pour la santé des salariés, il y a forcément une information du CSE en parallèle. C'est-à-dire que le CSE doit être informé de tous les accidents ou de toutes les maladies professionnelles graves ou tous les incidents qui ont un impact sur la santé. Et c'est dans ce cadre-là que les élus peuvent, au-delà de la sanction, demander, monsieur l'employeur, ok, vous allez entamer une procédure de sanction, pourquoi pas, ça c'est votre rôle, et nous on ne va pas interférer là-dedans, si ce n'est pour défendre le ou les salariés concernés le moment venu, mais on va surtout vous demander, mais ça c'est une situation, mais qu'est-ce que vous faites pour empêcher que ça se reproduise? Quelles sont les mesures de prévention? On a identifié tel risque dans la situation là, le DURP ne le mentionne absolument pas, donc ça veut dire qu'il est défaillant, et comment on le complète? Quelles mesures de prévention vous allez associer à ça? Enfin, c'est pousser l'employeur sur son obligation de prévention, et ça, on est en plein dans le rôle du CSE. Le CSE n'a pas à s'associer au disciplinaire, il est antinomique avec ça par définition, même si les élus peuvent considérer qu'un salarié fautif, c'est normal qu'il soit sanctionné, et ils ont raison. La sanction, elle n'est jamais, je pense que c'est utile une sanction. Un collectif et une organisation qui ne sanctionne pas, c'est une organisation délétère, parce que ça veut dire que les règles ne sont pas respectées, il n'y a pas d'équité, il y a de l'injustice, et c'est très mauvais pour l'ensemble des salariés. Il faut qu'elle soit appliquée avec justice, par contre, et dans les règles, et avec un contrôle de tous ceux qui peuvent être amenés à contrôler ce type de processus. Puis il y a des règles. Hein. Voilà. Oui, mais ça amène, Stéphane, la question de la pédagogie de la sanction et de la capacité pour une direction et les élus de communiquer sur la sanction avec l'anonymisation, le droit C'est quoi le cadre juridique de ça, quoi? Mais je pense qu'il ne faut pas communiquer forcément sur la sanction, il faut communiquer sur pourquoi on en arrive là et en quoi ce type de comportement n'est pas acceptable dans l'entreprise. Voilà, donc on se détache de la situation individuelle. Telle personne a été sanctionnée durement. Ok, les gens le savent, hein, ou en tout cas c'est connu. Mais nous, on ne va pas s'intéresser à la situation individuelle. Nous, ce qui nous importe, c'est de savoir est-ce que ce qu'on a traité là empêchera qu'une autre personne dans la même situation fasse la même chose. Parce que c'est ça. Sinon, l'employeur est défaillant. On peut même rentrer dans une faute inexcusable puisque il est prévenu, il est informé, il ne prend pas de mesures et ça se répète. Donc, on est sur un employeur qui est défaillant en connaissance de cause et donc il peut être beaucoup plus largement sanctionnable. Donc, ça aussi, les directions, je pense, sont de plus en plus attentives à ça. Parce que la Cour de cassation, dans des arrêts récents, là, a multiplié le rappel que l'employeur doit agir sur les deux plans. La sanction, la protection des salariés, mais aussi la prévention. Et que si on n'agit que sur l'un ou que sur l'autre, on est défaillant. On ne répond pas à ses obligations. Ça, je pense que les élus doivent être attentifs à ça.
ils doivent pas dire il faut absolument sanctionner machin. Il faut dire vous ne pouvez pas laisser de tels comportements non réprimés. Ça n'est pas possible. Donc après c'est l'employeur qui prend la responsabilité de sanctionner. C'est pour ça que la sanction elle est fondamentale dans une organisation. Si j'ai des comportements déviants que je ne sanctionne pas, j'ai une organisation qui va dysfonctionner rapidement. Hein. Un élu peut pas être contre une sanction. Il peut être contre une sanction arbitraire. Il doit être respectueux des procédures de défense, etc. Bien sûr, tout le monde a le droit d'être défendu. Mais une organisation qui ne sanctionne jamais, c'est pas bon signe. Et c'est souvent les plus forts qui s'en sortent le mieux. Hein. C'est pour ça. La sanction protège les plus faibles, hein, qui ne peuvent pas se défendre eux-mêmes. Donc, ayons-le en tête. Hein, je pense que c'est pas fait pour les plus forts de sanctionner. Au contraire, ça permet de sanctionner tout le monde avec des règles connues. Voilà, donc c'est important de le rappeler. Ok, merci Stéphane. Mélanie, il y a Samantha, même constat que chez toi dans l'hôpital, qu'on déplace le problème, on n'arrive pas à le résoudre. Le problème de le harcèlement à l'hôpital, c'est quand même, on va en sortir. Par rapport à ce que disait Stéphane sur la pédagogie, le message qu'on doit faire passer, comme quoi, faire tilter les personnes qui peuvent se sentir visées. Les langues se délient un peu. Hein. Il y a juste à voir l'actualité en ce moment. Les gens commencent à parler, mais le problème, c'est que c'est lent. Tout est lent et on a l'impression qu'on n'en sortira jamais parce que là, j'ai eu d'autres cas depuis, évidemment. Et je veux quand même rebondir sur ce que Stéphane disait, où là pour le coup, la direction a réagi beaucoup plus rapidement. Mais là, c'était dans le cas où c'était un patient qui harcelait l'équipe médicale, en fait. Là, c'était dans l'autre sens, en fait. Hein. Et là, par contre, elle a déjà réagi et c'était des faits répétés. Et c'était ça ce qui était dérangeant, quoi. Mais bon, là, je pense qu'on est arrivé au dernier acte vraiment de prévention où le patient a été prévenu. Et si maintenant, ça passe pas, ce sera dehors. Je pense quand même que la direction a pris conscience des choses suite à cette enquête. J'ai été un peu mauvaise langue tout à l'heure en disant que ça n'a pas changé grand-chose, mais je pense qu'ils ont quand même pris conscience de certaines choses. Ok. Le changement est à l'œuvre. J'espère, parce que bon, après on a le cas aussi, on a des intérimaires qui sont là, parce que bon, vous savez comment c'est en ce moment à l'hôpital, on manque beaucoup de monde et on fait beaucoup appel aux intérimaires. Et là, ça fait déjà 2 cas, on a des intérimaires où ça ne va pas du tout, on a des plaintes et des réclamations et ils cherchent pas à savoir, et ces contrats non renouvelés et on les voit plus dans nos murs, quoi. Donc, on revient sur les situations des travailleurs précaires, enfin, en tout cas, qui ne sont pas dans les murs avec le CDI gravé dans le marbre et hop, 2 poids, 2 mesures. Merci à toi. Anne-Laure, n'hésite pas si tu le sens. Stéphane, il y a des questions dans le. Ouais, je vais répondre assez rapidement à 2-3 questions dans le chat pour pas que les gens soient trop frustrés, même s'il peut y en avoir. Comment on s'assure de la neutralité et de l'impartialité lorsque l'enquête est menée unilatéralement par la direction? Vous pouvez pas. Enfin, en fait, vous pouvez interroger éventuellement l'employeur sur cette absence de neutralité ou d'impartialité. En l'occurrence là, il n'y a pas de neutralité ou d'impartialité puisque l'employeur il doit aller chercher des responsabilités pour éventuellement sanctionner. Donc l'impartialité là, elle n'existe pas. L'employeur il doit sanctionner. Donc il va aller chercher tous les éléments. Évidemment. Après, c'est au moment où la procédure de sanction sera mise en œuvre, là, le processus doit être contradictoire. Mais l'enquête en elle-même n'est pas un processus de sanction, je le rappelle, et donc n'est pas soumis à cet aspect contradictoire. L'employeur a tous les moyens à sa disposition, qui sont légaux, bien sûr, pour recueillir des informations. Voilà. Donc, c'est important de le rappeler. Donc ça, j'avais une question là-dessus. Je suis en train de regarder. Par contre, Stéphane, moi j'avais juste une question par rapport à la place de la médecine du travail dans l'enquête, parce que chez nous, elle était présente. Oui, alors il faut rappeler que le médecin du travail, il est membre du CSE. Ouais, d'office, oui. Donc forcément, il est embarqué puisque c'est une délégation du CSE, donc il est informé. Il y a une réunion extra du CSE qui peut être à l'origine de la constitution et donc à laquelle il est convié, à laquelle il peut être présent. Même s'il n'est pas présent, il peut aussi formuler un avis. Il peut être sollicité. Nous, ça nous arrive régulièrement de demander
à pouvoir entendre le médecin du travail, alors avec souvent des limites qui sont le secret médical, évidemment, puisque le médecin ne va pas vous donner des informations médicales, mais il peut amener des éléments de compréhension des enjeux de santé ou de la répétition éventuelle de ce type de situation qu'il aurait déjà signalé ou sur lequel il aurait déjà alerté. Donc, le médecin du travail a un rôle important. Il y avait une question aussi là-dessus, c'est que quand on a des personnes aussi fragiles ou en danger pour leur santé ou fortement impactées, il a aussi il peut répondre à l'obligation de protection en mettant inaptes les personnes immédiatement, en les protégeant. Donc le médecin, quand on est sur des situations un peu sensibles où les salariés eux-mêmes ne veulent pas que la direction soit prévenue, le médecin peut être une échappatoire en disant je ne préviens pas la direction, mais je vais alerter le médecin qui lui a une obligation de confidentialité et lui pourra éventuellement convoquer le salarié et le mettre en inaptitude pour le protéger. C'est une façon aussi de protéger un salarié sans prévenir la direction. Vous voyez, donc c'est tout à fait possible. Alors, évidemment, la direction fera peut-être le lien, mais en tout cas, elle n'aura aucune information directe puisque le médecin est tenu au secret médical, je vous rappelle. Donc c'est un bon moyen pour les élus quand le salarié n'est pas très chaud, parce que des fois, on a des salariés qui ont peur de porter plainte, ou en tout cas de faire remonter l'info, de passer par le médecin. Voilà, c'est utile. Donc, souvent, le salarié, le salarié, il vient nous voir, en fait, des fois, et il nous dit qu'il subit différentes choses. Et quand on lui demande un écrit, parce que c'est ce que la direction va nous demander pour agir derrière, on lui demande un écrit, et là, il n'y a plus personne, en fait. Ils veulent plus parce qu'ils ont peur. Il n'y a pas besoin d'écrit pour agir. Je pense que faut démystifier ça aussi. Une plainte peut être à l'oral, et je ne suis pas obligé, hormis des cas extrêmes où vous voyez que la personne risque sa vie. Donc là, vous pouvez dépasser votre obligation de confidentialité. C'est-à-dire, c'est une obligation d'aide en urgence de quelqu'un et donc d'alerter le médecin du travail, par exemple, ou l'employeur quand il y a vraiment un danger, la personne dit je vais me flinguer ou quelque chose comme ça. Évidemment, on peut pas rester inactif. Mais dans la plupart des cas, il faut accepter que la personne ne soit pas prête forcément à témoigner. Donc soit on a un peu de temps et on essaie de convaincre la personne d'y aller, soit on peut passer effectivement par le médecin du travail ou par des tiers qui vont convaincre la personne concernée d'agir pour sa santé. Voilà. Donc il y a un travail souvent au premier entretien, mais il faut pas forcément forcer sur l'écrit. L'écrit laisse des traces et je pense qu'il y a des personnes qui n'ont pas envie d'écrire. Mais c'est pas pour autant que vous ne pouvez pas agir. Vous pouvez agir sans écrit d'un salarié, avec son accord, évidemment. Mais vous pouvez agir de différentes façons. Soit agir directement en mentionnant sa situation. Vous pouvez aussi agir sans mentionner sa situation en interpellant la direction sur son rôle de prévention dans les sujets de harcèlement et à la direction de mettre en place des mesures. Voilà, donc il faut utiliser tout ce qui est possible au niveau du CSE, je pense, du côté des élus, pour ne pas que les situations restent lettre morte. Et je reviens aussi sur la suite. Une enquête n'est pas une fin en soi. C'est un moment particulier, mais les sujets qui ont été identifiés lors de l'enquête, ça doit alimenter vos futures réunions de CSE sur les questions de santé au travail. Ça doit être une sorte de fil conducteur pour engager la direction sur à répondre à ces questions-là. Je rappelle aussi que en matière de santé, vos questions, le refus doit être motivé de l'employeur. Donc, obligez votre employeur à répondre. Il doit répondre. Il est obligé de le faire. Il n'a pas le choix. Donc, obligez-le à dire on vous demande de faire ça, pourquoi vous ne voulez pas le faire? L'employeur ne peut pas ne pas répondre. Il ne peut pas dire juste non. Il doit dire non parce que j'ai pas envie, parce que j'ai pas l'argent, parce que c'est pas le moment, parce que j'estime que c'est. Voilà. Et donc derrière, quand il y a un motif, c'est plus facile à attaquer qu'une absence de réponse. Donc obliger l'employeur à répondre. Moi j'ai une petite question, Stéphane. Enfin, à moins que tu t'envoies, mais tu as une question de Valérie. Tu parlais d'inaptitude du médecin du travail qui allait mettre la personne, la victime présumée en inaptitude. Il y a une question de Valérie. La victime présumée de harcèlement doit-elle attendre la fin de l'enquête paritaire pour espérer une protection, la capacité à protéger la victime présumée? Ah non, ça normalement c'est à l'employeur de le faire. Ça c'est une responsabilité de l'employeur. Ça peut passer par le médecin, mais c'est une obligation de l'employeur de protéger dès qu'il a connaissance des faits. Ne pas protéger la personne dès qu'il a connaissance des faits, là, l'employeur commet une faute grave. Donc, il a intérêt, l'employeur, à tout de suite protéger, donc éloigner s'il y a deux personnes l'un qui a
agit sur l'autre, c'est de séparer, de prendre toutes les mesures de protection. De toute façon, il a une liberté totale. Il n'y a que lui qui a les moyens de le faire. Hein. Il a un pouvoir d'employeur qui lui permet de faire ce qu'il veut, enfin, dans la limite légale, hein, mais en tout cas pour protéger la victime. Non, donc ça, on n'attend pas la fin de l'enquête. Non. La fin de l'enquête permet derrière de se dire, bon, est-ce qu'il y a matière à sanctionner potentiellement? Si je sens que dans le résultat de l'enquête, j'ai de la matière, j'entame un processus de sanction avec recueil d'éléments, entretien préalable, notification de la sanction, etc. Donc, on a bien un processus distinct. S'il n'y a pas matière, mais il n'y a peut-être pas matière à sanction parce qu'en fait, je fais une légère parenthèse là aussi, harcèlement aujourd'hui est un peu utilisé à toutes les sauces. Pourquoi? Pas parce que souvent, quand on se plaint de comportements déviants ou nocifs, sans utiliser le mot harcèlement, ça bouge pas. Et donc, dès qu'on brandit harcèlement, c'est tout de suite une mécanique qui se met en place parce qu'il y a des processus de signalement en interne qui obligent l'employeur à agir. Donc, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils voient que c'est que en parlant de harcèlement que ça bouge. Ils parlent de harcèlement, même si au fait, nous on le voit, ce que te disait Rodolphe. 80% des enquêtes qu'on peut faire sur le signalement de harcèlement ne sont pas du harcèlement, sont des comportements managériaux dysfonctionnements, pas normaux, qui peuvent avoir des conséquences pour les personnes, mais qui ne sont pas du harcèlement au sens légal du terme. Voilà. Il n'y a pas que le harcèlement. Un manager qui demande de faire à quelqu'un de son boulot, qui le répète plusieurs fois, c'est pas du harcèlement. Il y a Sandrine qui précise, effectivement, il y a les médecins du travail, mais également comme interlocuteur, bien sûr, comme porte d'entrée pour aider les CARSAT, les services des CARSAT. Oui, les CARSAT, juste un mot là-dessus, elles ont un rôle de prévention, mais qui est plutôt collectif. Elles agissent peu sur des situations individuelles, les CARSAT. Alors, par contre, on peut alerter l'inspection du travail, qui, elle, a des moyens d'obliger l'employeur. Les CARSAT, c'est plutôt la prévention collective et d'accompagner voilà. Donc, mais tout à fait, la CARSAT, elle est aussi membre, elle est invitée, pardon, elle n'est pas membre, mais elle est invitée au CSE sur les sujets CCT. Mais l'inspection du travail peut être aussi sollicitée quand on a présomption de harcèlement. Il y a un délit pénal potentiel. Et donc l'employeur, s'il est défaillant, on passait par l'inspection pour obliger l'employeur à agir. C'est aussi un moyen d'agir rapidement. Ok. Puis il y avait des questions qui posaient, bien sûr, et ça tu le précisais, le travail que vous avez fait, Anne-Laure et Mélanie, vos conclusions d'enquête, en quoi c'est un support qui peut être opposable dans le cadre d'une action judiciaire, au pénal, parce que en toile de fond, ce dossier, il peut alimenter le pénal, on est bien d'accord, hein, Stéphane? Oui. Absolument. Un juge peut demander communication du rapport. C'est pour ça que nous, quand on fait des rapports, ils sont totalement anonymisés et confidentiels pour qu'il n'y ait aucun élément individuel qui permette d'identifier qui a dit quoi, d'une façon, quelle que soit la façon dont les gens ont pu s'exprimer. C'est aussi une garantie aux personnes que, même si, parce que nous, si on nous demande de communiquer le rapport, on le fournira au juge, on n'a pas le choix. L'employeur fournira aussi ce qu'il a. Mais en tout cas, on essaie de protéger l'ensemble des parties prenantes, des témoins, des victimes, de la personne mise en cause. Tous les participants, d'une façon ou d'une autre, doivent être certains que la procédure d'enquête est faite non pas pour accuser quelqu'un, mais faite pour identifier des mesures de prévention et agir sur le collectif. Voilà. Après, s'il y a des mesures individuelles à prendre, c'est le rôle de l'employeur et c'est à lui de répondre de ses actes et de sa responsabilité, mais pas au CSE, bien sûr. Ok. Excusez-moi, je me permets de faire une petite auto-promo Miroir Social, parce que Miroir Social, c'est avant tout une agence de presse qui organise avec un énorme plaisir les rencontres qu'on vous propose avec ses partenaires, mais c'est également, on produit de l'information. Donc, je vous ai mis un petit lien. Alors, c'est réservé aux abonnés, c'est un contenu réservé aux abonnés, mais sur le côté l'enquête harcèlement qui doit pas être sanctuarisée et de la direction, l'enquête unilatérale de la direction. Donc, je vous ai mis un peu cette promo. On arrive gentiment à la fin de cette rencontre. J'espère que on aura répondu à des questions et surtout, on vous aura donné envie, à vous élus dans la salle, de aussi peut-être expérimenter l'enquête paritaire, son approche et sa valeur ajoutée. Donc, je vous propose un petit mot de conclusion, Mélanie, et
et Anne-Laure, à toi. Qui commence? Bon, moi, je peux commencer. C'est pas. Simplement pour vous dire que ça faisait très peur au début, cette enquête, parce qu'on a été vraiment lâchés comme ça. Mais allez-y. Et franchement, on apprend plein de choses. Et ça m'a permis d'avancer aussi, et d'avancer aussi dans mon mandat de référent harcèlement. Donc voilà, il faut y aller. Ça fait peur, mais il faut y aller. Merci à toi, Mélanie. Anne-Laure? Bah, je vais dire la même chose. Voilà, ça paraît pas évident, mais voilà, c'est tout à fait faisable. Il y a quand même beaucoup de documentation, voilà, pour s'aider. Et ben oui, on apprend. Voilà, on apprend comment faire. On apprend mieux les procédures. On voit, voilà, ce qui aurait pu être mieux. Enfin voilà, c'est vraiment au final enrichissant dans un travail d'élu. C'est très enrichissant et ça apporte beaucoup d'expérience. Voilà, et c'est par rapport à moi qui avais fait une formation, la RPS. Une formation, c'est une formation, donc tout est très abstrait. On apprend beaucoup de choses, mais voilà, dans la vraie vie, comment c'est? Ben là, c'est un cas réel. Voilà. Bon, alors j'espère que j'en vivrai pas des milliers, hein, mais voilà, pour mettre en pratique des choses qu'on apprend, voilà, pour aider ses collègues, faut le faire. Après, ça prend du temps, c'est pas facile, mais il faut s'investir dedans et enfin, ça serait à refaire, je le referai. Voilà, c'est sûr que. Merci à toi, Anne-Laure. Stéphane, mot de conclusion. Je trouve que les propos d'Anne-Laure et de Mélanie sont parfaits. Je pense que faut pas hésiter en tant qu'élu à y aller. C'est le rôle d'un élu. C'est pas, on sait aujourd'hui que le rôle des élus est pas facile. Mais je trouve que quand on fait ce genre d'exercice, on comprend aussi à quoi on sert. Je pense que ça a un sens. Enfin, ça donne du sens aussi au rôle d'élu, où des fois on se dit bon, entre la direction, les salariés, on est un peu entre le marteau et l'enclume. Hein, et l'élu, c'est pas facile. Hein, voilà, faut pas croire. Et je pense qu'il faut saluer les engagements. Mais ce genre de choses peut amener, même si c'est frustrant parce que les suites sont pas forcément parfaites, mais je pense que c'est un exercice qui est toujours utile. Ça permet de mieux comprendre les choses, de mieux comprendre aussi comment fonctionne l'entreprise. Et puis même si on n'agit que sur 10, 20, 30%, on aura déjà fait une partie de travail. Je pense que voilà, il faut continuer, agir. Et puis moi, un conseil, l'enquête n'est pas la fin, c'est le début d'action. Et donc, soyez vigilants et puis tenaces pour un droit de suite à la direction sur ces questions-là. Voilà. En tout cas, j'incite tous les élus à se former, évidemment, aussi, parce que on voit bien, si on est formé, c'est encore plus, on est mieux armé pour faire face à ce genre d'exercice, évidemment. Merci Stéphane. Merci au groupe JLO d'avoir porté cette rencontre. Hein. C'était la deuxième fois que vous portez une rencontre sur le sujet. Donc merci à toi, merci à vous. Merci à Mélanie et Anne-Laure, je le redis, mais vraiment c'est important que vous ayez pris de votre temps pour partager votre expérience, sachant que je leur précise, mais les formats proposés par Miroir Social et ses partenaires dans le cas des directs qu'on vous propose, c'est pas un format webinaire où on va répondre à des questions comme ça l'est dans un webinaire classique. Non, on est plutôt vraiment dans une logique d'échange et de retour d'expérience, et on répond pas à tout. Enfin bon, bref, la recette miracle avec les questions, on propose pas ça. C'est pas la promesse. Mais en tout cas, on va répondre à un maximum de vos questions. Et en tout cas, Anne-Laure, merci pour la transition, parce que le prochain live qu'on vous annoncer, ça sera en courant mai, et ça va justement être sur ce que tu as dit, Anne-Laure. On se forme, c'est très bien en tant qu'élu, mais comment ensuite on met en pratique, comment on fait le lien entre les deux. Bref, se former pour se former, ça a peu d'intérêt. Surtout au niveau juridique. Et donc, qu'est-ce qu'on en fait de ces formations et comment on crée du lien? Enfin bon, bref, on met le sujet sur la table courant mai et on va vous annoncer ça prochainement. Donc, merci à vous trois. Merci à votre participation dans la salle. Dans le compte rendu à suivre, et dans le compte rendu, on vous mettra les deux ressources partagées par Mélanie, respectivement par Mélanie et Anne-Laure, et également le déroulé présenté par Stéphane. Donc vous aurez tout dans le compte rendu. Et je vous souhaite une très très bonne journée.
Et au plaisir de vous revoir et à bientôt. Et le débrief dans le lien modérateur. À tout de suite. À bientôt. Merci bien. Merci Au revoir. à vous, Mélanie. Merci, Rodolphe. Ouais. Bonne journée à toutes et tous. À bientôt. Je coupe Zou. C'est parti.